Alors, bonjour. Salut à vous, merci d'être venu d'avoir fait pour cette présentation exceptionnelle, à plus d'un titre évidemment, mais c'est un parage, on essaie de faire le haut niveau. J'ai l'honneur et le plaisir et l'avantage de recevoir M. Georges Jordi Labouisse, le principal auteur en France, chercheur et écrivain, sur les Visigoths. On va parler des fils de Thor, des fils d'Odin, des fils de Freya, des gens qui revendiquaient, en tout cas qui assumaient une filiation biologique d'origine divine en fait. Donc quand on se pose la question du peuple élu et des lignées dites du Saint Graal, ces gens-là en faisaient partie en parfaite conscience et connaissance de cause. Ce pourquoi ils ont été persécutés siècle après siècle par la mafia romaine et la racaille satanique qui nous parasite depuis 2000 ans. Donc nous sommes évidemment à Bugarach, qui était un fief du peuple wisigoth à son arrivée en Occident. Je ne vais pas en dire davantage. Je cède la parole à M. Georges Labouisse qui a fait un gros effort pour venir nous voir, car il a dû repousser une opération pour pouvoir honorer sa prestation à Bugarach. Et je le remercie du fond du cœur. Merci monsieur, à vous la parole. Merci et adicias a tutis. Je ne vais pas vous parler en occitan, n'ayez pas peur, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Mais juste un mot sur mon nom. Je m'appelle Georges, en français, Georges Labouisse, en occitan, Jordi Labouisse. Ça vient de l'occitan Lubuis. Lubuis, c'est le buis. Et Labouisse, en occitan, c'est un ensemble de buis. Voilà. Que l'on trouve sur les terrains argilo-calcaires, en particulier là où il y a beaucoup de grottes. Ceux qui connaissent un peu l'Ariège connaissent la grotte de la Bouiche. La Bouiche, c'est le même nom, mais en gascon. Voilà. Alors, je vais vous parler donc des Visigoths. Je ne vous parlerai pas de Satan, mais je vais essayer de vous montrer le parcours des Visigoths depuis leur départ du nord de l'Europe jusqu'à Toulouse, Bugarach aussi, Barcelone et enfin Tolède. Je vais vous donner des grandes lignes parce qu'évidemment on pourrait aller très loin avec les Visigoths, il y a beaucoup de choses à dire, mais en une heure on ne pourrait pas. Donc juste quelques grandes lignes. Alors vous avez d'abord ici 3 photos. Bugarach vous connaissez, Toulouse aussi. En haut c'est le sud de la Suède, qu'on appelle le Gotland, le pays donc des Goths. Or, en 1985, quand on a démoli, pour ceux qui connaissent Toulouse, l'hôpital Larrey, on a découvert des vestiges antiques que vous voyez là, sur cette photo, et qu'on a identifié comme étant le palais des Visigoths de Toulouse. Toulouse était la capitale des Visigoths au 5e siècle. Ce palais était construit contre le rempart antique romain, que vous voyez ici en bas. Et donc, quelque temps après, il n'y a pas très longtemps, en 2011, on a fait des fouilles tout près de l'ancien palais des Visigoths pour construire une école économique de Toulouse. Et là, surprise, on a découvert des vestiges qui sont du 5e siècle aussi, même époque que le palais des Visigoths, qu'on a identifié comme étant certainement un mausolée. Et entre les deux, entre ce parking de la fac de l'Arsenal, donc qui a été fouillé, et le palais des Visigoths, il y a l'église Saint-Pierre des Cuisines. Et là, dans les sous-sols, on a découvert donc, des sarcophages, et tout, c'est une église qui servait de mausolée aussi et de cimetière en quelque sorte. On a trouvé plusieurs sarcophages romains, des sarcophages visigoths, etc. Donc ça veut dire que tout ce quartier-là de Saint-Pierre des Cuisines, c'était le quartier du gouvernement des Visigoths. En 2022, il n'y a pas très longtemps, on a inauguré la place des reines et rois visigoths de Toulouse. Parce qu'il faut savoir qu'à Toulouse, jusqu'en 2022, aucune rue, aucune place ne portait le nom des Visigoths. Bon, quand même, il faut savoir, on va le voir,
que le royaume wisigoth de Toulouse s'étendait depuis la Loire jusqu'à Gibraltar, capitale de Toulouse. C'est l'époque quand même de Clovis. Alors, dans les manuels scolaires, on nous rabat les oreilles avec Clovis et ses mérovingiens, mais Clovis c'était un Belge. Il était en Belgique. La Belgique romaine, ça allait de Paris jusqu'à l'embouchure du Rhin. Autrement dit, les Parisiens sont des Belges. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle. Enfin bon, en quelque sorte. Et donc, voilà. Et moi, ce que j'ai regretté lors de cette inauguration, c'est que cette plaque, vous voyez, elle est monolingue, juste en français. Alors que toutes les rues de Toulouse et les places de Toulouse sont bilingues, sont français et occitan. Et bien là, c'est la seule place de Toulouse qui se trouve qu'en français. Alors j'ai respecté, j'ai même parlé à la télévision, mais j'ai été censuré à la télévision, bien sûr, pour cette phrase que j'avais prononcée. Et donc, comme on doit restaurer cette place d'ici 1 an ou 2, j'espère qu'ils vont corriger tout ça. Place des reines et rois wisigoths de Toulouse, donc. Voici une carte qui représente l'étendue, enfin l'Europe de l'Ouest, avec le royaume des Visigoths, vous voyez, Toulouse capitale, donc de la Loire à Gibraltar. Et même, d'ailleurs, le nord du Maroc en faisait partie. Nous avons au-dessus le royaume de Syagrius, qui était un général romain qui s'était improvisé roi. Et au-dessus, donc, les Francs saliens de Clovis et de son père. Donc, vous voyez, c'est tout à fait différent de ce qu'on nous a dit dans les manuels scolaires de la France, une indivisible, éternelle, qui existe depuis Clovis, etc. Ce qui est archi faux, bien entendu. Alors, la première mention que nous avons de l'existence des Visigoths, on la doit à un Marseillais. C'est que Marseille était grec, a été fondée par les Grecs, 600 ans avant Jésus-Christ. Et là, il y a eu deux grands savants grecs de Marseille. L'un qui a exploré les côtes d'Afrique, dont je ne parlerai pas, ce n'est pas l'objet de la conférence, et un autre qui s'appelle donc Pythéas, qui lui a exploré le pôle Nord, pratiquement. Il fallait le faire à l'époque, mais vous voyez le parcours, parti de Marseille, ici, et il est remonté, il est passé entre l'Angleterre et l'Islande, il est arrivé vers le pôle Nord, quoi, vers les glaces arctiques, en quelque sorte. Et quand il est revenu à Marseille et qu'il a décrit, il avait tout écrit sur des feuilles, sur son livre de bord, il a raconté qu'il avait vu des montagnes de glace au pôle Nord. Imaginez à cette époque-là, personne ne l'a cru, évidemment. Et il est reparti quelque temps après, pour aller non plus vers le pôle Nord à gauche, mais il a tourné à droite, on le voit ici en pointillé, pour aller vers la mer Baltique. Ah, zut. Et là, il a découvert des peuples qu'on appelait les Aestiens ou les Gothini. Ce sont les Goths, donc les ancêtres des Visigoths, qu'on a découvert donc dans le sud de la Suède et de la Norvège. Alors voici sur cette flèche quelques dates importantes sur les Visigoths. 328 avant Jésus-Christ, c'est le fameux voyage de Pythéas en Scandinavie. Je fais une parenthèse, souvent on vous dit que les Visigoths viennent des Balkans. Pas du tout, ils sont passés par les Balkans. Ils viennent de Scandinavie, ils ne viennent pas des Balkans. Ensuite, vous avez 418, qui est la fondation de Toulouse comme capitale des Visigoths. 584, c'est Tolède qui remplace Toulouse, nous verrons tout à l'heure pourquoi, comme capitale des Visigoths. Et enfin, 711, c'est la chute définitive de Tolède et donc des Visigoths, qui sont remplacés par les musulmans qui sont venus d'Afrique du Nord. C'est en gros quelques dates pour situer cette histoire-là donc au 5e et 6e siècle. Donc sur cette carte, vous voyez les Goths, au départ, qui partent donc de la mer Baltique, qu'on retrouve au 1er et 2e siècle sur les bords de la Vistule, et quelques temps après, on les retrouve près de la mer Noire, en particulier en Ukraine. C'est là, en arrivant vers l'Ukraine, qu'ils vont se diviser en deux groupes, deux grandes tribus, si vous voulez. Les Ostrogoths qui vont aller sur l'est du Caucase, fonder un grand royaume, et puis les Visigoths qui vont aller vers l'ouest, vers le Danube. Le Danube, c'est vous voyez la ligne rouge, c'est la frontière nord de l'Empire romain, ce qu'on appelle le limes danubien, de Rhin et Danube.
Et là, ils vont rester là un certain temps. Alors, j'ai oublié de vous dire que oui, le cheval que vous voyez en bas, c'est très important parce que jusque-là, ils n'utilisaient pas le cheval comme animal pour la guerre, par exemple. C'est là, quand ils étaient sur les bords de la mer Noire, qu'ils ont rencontré des peuples d'origine iranienne, c'est les fameux Alains, qui étaient des grands cavaliers, et ils vont donc apprendre aux Visigoths à se servir de ce cheval, qui leur sera très utile dans les combats qu'ils vont mener plus tard. Alors, une petite parenthèse sur la religion. Au IVe siècle, donc à l'époque où les Visigoths sont sur le Limès, près de la mer Noire, dans l'Empire romain, il y a une grande controverse au sujet de la nature du Christ. Est-ce que le Christ est fils de Dieu? Est-ce que ce n'est qu'un homme qui, en fait, ressemble un peu à Dieu, mais n'est pas Dieu, voilà. Donc il y avait deux positions. Celle des catholiques, qui disaient que Jésus-Christ est fils de Dieu, et les Ariens, et un évêque libyen qui s'appelait Arius, qui dit non, c'est pas du tout, le Christ est semblable au Père, mais il n'est pas Dieu, quoi, en quelque sorte. Donc, vu les bagarres qu'il y avait dans tout l'Empire romain, surtout dans l'Empire d'Orient, sur cette histoire-là, l'empereur Constantin, qui en a assez parce que ça a perturbé un peu l'économie de l'Empire, va réunir à Éphèse un concile pour définir, à Nicée, va réunir tous les évêques qu'il a trouvés quelque part, sans même prévenir le pape, pour résoudre cette crise entre ariens et catholiques. Et là, le vote de ces pères conciliaires va définir ce qu'on appelle aujourd'hui encore le credo de Nicée, c'est-à-dire que le Fils, c'est-à-dire Jésus, est consubstantiel au Père, ils sont de même substance, c'est que le Christ n'a pas été créé, il coexiste avec le Père depuis le commencement des temps. C'est dans le fameux credo de Nicée, je crois en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui a été défini à Nicée. Par contre, voici la position d'Arius. Le Père et le Fils ne sont pas de la même substance. Le Père est de nature supérieure au Fils. On ne peut adorer le Christ puisqu'il n'est pas Dieu, vous imaginez. Le Christ est seulement la première créature humaine. Et donc, l'arianisme, donc les disciples d'Arius seront considérés comme les hérétiques et seront expulsés de Constantinople. Mais Constantin va mourir. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui encore, l'Église catholique considère Constantin comme un baptisé chrétien de l'Église catholique. Or, il a été baptisé par un évêque arien, donc hérétique. Son fils qui l'a succédé, qui était arien, lui, va réunir un nouveau concile, cette fois-ci à Nicée, où l'on va redéfinir la nature du Christ. Et c'est là qu'on définit le fameux christianisme arien homéen, le Christ est semblable au Père. Vous voyez, il n'est pas même nature que le Père, il est semblable, c'est tout. C'est pour ménager un peu la chèvre et le chou. Et c'est à ce moment-là, à cette époque-là, que les Visigoths, les Goths en général, vont se convertir au christianisme. Ils sont le premier peuple dit barbare, c'est-à-dire étranger à l'Empire romain, à se convertir au christianisme. Clovis a été le dernier à le faire. Il s'est converti au christianisme catholique, pour des raisons qu'on comprend, pour s'emparer du royaume visigoth. Bon. Donc les Goths se convertissent au christianisme arien homéen sous la conduite de leur évêque qui s'appelait Ulfila, dont la mère était Visigoth. Et pour traduire l'évangile dans la langue des Visigoths, il a fallu qu'il invente un alphabet. Parce qu'en fait, si les Visigoths avaient une langue qui était orale, il n'avait pas de langue écrite. Donc il a fallu, ça a été le premier document écrit des Visigoths, c'est-à-dire la Bible traduite par Ulfila. Et pour cela, il va inventer donc un alphabet que vous voyez ici. Un alphabet donc créé par Ulfila ou Wulfila, en prenant des lettres grecques, des lettres latines, quelques runes, etc., etc. Et alors, cet alphabet
c'est donc la première traduction de la Bible dans une langue étrangère à l'Empire romain. Il a fait exactement ce qu'a fait Luther plus tard au XVIe siècle, quand il a traduit la Bible en allemand. Mais déjà, les Visigoths l'avaient fait dans la langue germanique, dans des Visigoths. Et comment dirais-je, cet alphabet, je l'ai trouvé dans un manuel que j'ai là, qui est très rare, qu'on trouve nulle part, manuel de langue gothique, qui a été imprimé en 1942 par des professeurs de la Sorbonne, à Paris par conséquent. C'est là qu'il y a, dans ce manuel, tout un tas d'exercices, on apprenait à l'époque de la langue gothique encore, et cet alphabet. Si ça intéresse quelqu'un, je peux le prêter, et si on me le rend après. À cette époque-là, Constantin, trouvant que l'Empire romain était un peu trop étendu et difficile à gérer, va décider de le diviser en 4 morceaux. Vous avez ici 4 préfectures. 2 préfectures en Orient et 2 préfectures en Occident, dont la nôtre ici, que l'on appelle la préfecture des Gaules. Donc, quand vous avez appris à l'école que la Gaule, c'était la France d'aujourd'hui, vous voyez la Gaule au 5e siècle, c'est l'allure qu'elle a. Elle va du nord de l'Angleterre, c'est-à-dire de l'Écosse, jusqu'au nord du Maroc. C'était ça la Gaule de l'époque. Et non pas la France d'aujourd'hui qui n'existait pas encore à l'époque, bien sûr. Et chaque préfecture était divisée en diocèses, diocèses civils. L'Église catholique a repris dans son vocabulaire le langage de l'époque romaine. Diocèse, on sait ce que c'est aujourd'hui un diocèse religieux. Un diocèse, c'était une division de la préfecture, qui comprenait pour nous ici 4 diocèses. La capitale était Arles, pour la préfecture, dirigée bien sûr par un préfet. 4 diocèses dirigés chacun par un vicaire. Là aussi un terme qu'on retrouve dans l'Église catholique, puisque l'Église catholique a intégré, quand elle est devenue religion officielle de l'Empire, ce vocabulaire-là. Diocèse des Bretagnes, c'est-à-dire l'Angleterre, diocèse des Gaules au pluriel, diocèse des 7 provinces, c'est-à-dire chez nous ici, diocèse des Espagnes qui va des Pyrénées jusqu'au nord du Maroc. Et chaque diocèse est dirigé donc par un vicaire. Et ensuite, chaque diocèse est divisé en provinces. Alors, le nôtre, celui des 7 provinces, comprend bien sûr, comme son nom l'indique, 7 provinces, 3 Aquitaines, Aquitaine première, capitale Bourges, Aquitaine seconde, capitale Bordeaux. C'était pas très centralisé, ça, vous voyez, à l'époque. Et 3e Aquitaine, qu'on a appelé plus tard la Novem Populani, c'est-à-dire le pays des 9 peuples, capitale Éose, qui est maintenant dans le Gers, capitale de l'Armagnac, entre parenthèses. Ensuite, il y avait 3 Narbonnaises. Narbonnaise première, capitale Narbonne. Narbonnaise seconde, capitale Aix-en-Provence. Et entre les deux, la Viennoise, capitale Vienne. Et enfin, 7e province, c'est les Alpes-Maritimes, capitale Embrun. Voilà, donc elle était la division administrative de l'ouest de l'Empire romain et donc de nos régions ici. Au IVe siècle, les Huns, qui se trouvent un peu plus à l'est des Ostrogoths, très à l'est du Caucase, vont décider de marcher vers l'ouest. Et à ce moment-là, ils vont pousser les Ostrogoths, que vous voyez ici en bleu, les Ostrogoths qui vont paniquer. Leur chef sera tué par les Huns, et les rescapés vont essayer de rejoindre leurs cousins Visigoths sur les bords du Danube, donc sur les bords de la frontière nord de l'Empire romain. Et là, tous ensemble, ils vont réussir à forcer cette frontière pour entrer dans l'Empire romain, pour se protéger des Huns. Parallèlement, ici à l'ouest, 3 autres peuples étrangers à l'Empire romain, qui sont les Vandales, les Alains et les Suèves, vont franchir le Rhin, c'était le 31 décembre 406, et vont envahir le diocèse des Gaules d'abord, de Reims et tout ça, et puis ils vont franchir la Loire et aller vers Toulouse. Et là, Toulouse l'a échappé belle, mais elle n'a pas été envahie. Et plus tard, ils vont envahir l'Espagne et ils finiront, donc, du moins pour les Vandales, ils finiront en Afrique en Tunisie. À l'occasion de cette invasion,
Saint Jérôme, qui a assisté à toutes ces destructions, va donner cette description de l'Aquitaine de l'époque. L'Aquitaine, la province des 9 peuples, la Narbonnaise, sont complètement ravagées. Les villes encore épargnées sont dépeuplées au dehors par l'épée, au dedans par la famine. Je ne puis sans pleurer mentionner Toulouse, dont la disparition n'a été jusqu'ici évitée que par les mérites de son saint évêque Exupère. Enfin, saint évêque, ou les remparts plutôt, enfin bon, c'est Saint Jérôme. C'était en 409. Vous voyez ici une photo en haut des remparts de Toulouse qui étaient le long de la Garonne. Parce qu'il faut savoir que Toulouse était entourée d'un grand rempart du nord au sud, mais côté Garonne, il n'y avait rien. Donc on pouvait très bien envahir Toulouse en passant par la Garonne. Et là, au moment de ces invasions, les Toulousains ont démoli tous les monuments funéraires qui se trouvaient sur la route de Narbonnaise. Ils ont récupéré tous ces matériaux pour construire dans ce rempart le long de Garonne. Et lors des fouilles qu'on a faites à l'Institut catholique actuel, pour ceux qui connaissent, on a retrouvé, vous voyez, par exemple, des tas de chapiteaux que vous voyez là, chapiteaux bien conservés, qui sont des vestiges des monuments funéraires de la route de Narbonnaise, qui ont servi pour les fondations de ce rempart, avec des grands blocs, vous voyez, d'origine grecque d'ailleurs, pour les fondations de ce rempart de Garonne à Toulouse. Alors, donc les Visigoths vont pénétrer sur l'Empire romain. Ils vont les empereurs romains de Constantinople vont essayer de les arrêter. Il y a eu pas mal de bagarres, pas mal de batailles. Et finalement, ils vont réussir à arriver à Constantinople, où ils vont négocier une paix. Et là, à Constantinople, lorsque le roi Wisigoth qui avait négocié un accord avec l'empereur romain, va décéder et il sera remplacé par Alaric. C'est Alaric Ier, qui est investi comme roi des Visigoths, investi, je veux dire élu, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les rois Visigoths étaient élus par une assemblée qui comprenait des notables, les militaires, les anciens aussi du conseil, donc le conseil des anciens. Et donc c'est Alaric qui a été élu, pour ses qualités, surtout militaires, je pense, puisque c'était l'époque où ils étaient encore nomades. Et donc, Alaric va bénéficier de terres à cultiver, dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie et la Bulgarie, que l'empereur de Constantinople va lui confier. C'est très intéressant pour lui. Seulement, en échange, Alaric a donné des contingents de militaires à l'armée romaine qui en avait bien besoin à l'époque. Mais les subsides qui étaient promis par Constantinople n'arrivaient jamais. Parce qu'il faut savoir que si l'empereur signait un accord, l'administration romaine, qui ne pouvait pas sentir, c'est ce qu'on appelait des barbares, c'est-à-dire les étrangers. Le mot barbare n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était les étrangers à l'Empire romain. Donc il s'arrangeait toujours pour que les subsides n'arrivent pas à destination, quitte à s'en mettre d'ailleurs dans la poche. Et donc quand Alaric a vu que rien n'arrivait, il a repris sa route. Il est parti vers la partie occidentale de l'Empire romain. Et là, il arrive donc vers l'Italie, par conséquent. Il va essayer de rencontrer l'empereur d'Italie, qui est cantonné à Ravenne, et non plus à Rome. Et là, mal conseillé, l'empereur de Ravenne va refuser de la rencontrer. Puis qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fonce sur Rome. Rome était plus capitale, mais quand même, c'était là qu'il y avait toutes les richesses à Rome. Tout ce que les Romains, les empereurs romains avaient volé dans le monde entier lors de leur conquête, se trouvait à Rome. Donc en 410, Alaric arrive à Rome. Rome est pillée par les soldats visigoths. Et puis ils vont se retirer en partant vers le sud de l'Italie. Son but à lui, c'était de trouver une terre riche pour pouvoir sédentariser son peuple. Il avait pensé aller en Sicile et même en Afrique du Nord, en Tunisie, qui était réputée pour ses richesses en blé. Mais en quittant Rome, il va prendre des otages. C'était la mode à l'époque, mais c'est encore la mode aujourd'hui, vous le savez. Et donc, comme otage, il prend la propre sœur de l'empereur Honorius de Ravenne, qui était une jeune d'une 21 d'années.
Donc il prend cette fille-là qui s'appelait Aelia Galla Placidia, et il descend la botte italienne. Puis arrivé en bas de la botte, il va essayer de monter une armada de bateaux pour débarquer en Sicile et puis en Tunisie. Et manque de chance pour lui, une grande tempête a eu raison de cette flotte qui a été détruite. Parce qu'il faut dire que si les Visigoths, comme les Romains d'ailleurs, étaient très bien, de bons militaires sur terre, sur mer, ils n'étaient pas fameux. Donc Alaric renonce plutôt à partir donc, en Tunisie et en Sicile. Et nous sommes là fin 410, en décembre, il meurt subitement. En fait, il était malade, très fatigué, sûrement une crise cardiaque, je suppose. Il meurt, il est enterré sur place. Il y a toute une légende que je ne vous dirai pas parce que c'est trop long. Et donc là, il faut trouver un nouveau chef pour guider ce peuple. Et là, on va élire son beau-frère qui s'appelait Atolphe. Atolphe, ce n'était pas n'importe qui. Parce que quand on parle des Visigoths dans les manuels scolaires encore aujourd'hui, on en fait des sauvages, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, etc. C'était tout le contraire. Atolphe, c'était de l'ancien officier de la cour impériale de Constantinople. Visigoth, par conséquent, lui. Il parlait 3 langues, le grec, puisque là-bas on parlait grec, en Constantinople, le latin, puisqu'on parlait latin côté ouest, et la langue des Visigoths, puisqu'il était Visigoth, bien sûr. Voilà. C'était un officier donc, de la cour impériale de Rome, de Constantinople. Donc il prend en main cette armée, et lui, il décide à ce moment-là, non plus de partir vers l'Afrique du Nord, mais de remonter la botte italienne et de venir vers nos régions ici, vers donc le diocèse d'Aquitaine, qui était réputé aussi pour ses richesses en blé. Donc, on le voit ici à cheval, vous voyez, avec sa prisonnière Galla Placidia. Il arrive à Narbonne. Et en 412, il prend Narbonne, qui va être la première capitale des Visigoths, ici chez nous en Occitanie. Et là, on va assister à vraiment une histoire fabuleuse. C'est que Atolphe, tombé amoureux de Galla Placidia, et il paraît que c'était réciproque, d'après l'écrivain Sidon Apollinaire, qui a beaucoup écrit sur l'époque des Visigoths, puisqu'il a vécu au palais des Visigoths à Toulouse, c'était un Auvergnat. Et donc, il nous décrit le mariage d'Atolphe avec Galla Placidia, où l'on voit Atolphe déguisé à l'empereur romain avec une toge rouge. On voit Galla Placidia vêtue aussi en princesse romaine, et surtout affublée de tout un tas de bijoux que lui a offert Atolphe. Il ne s'est pas bien fatigué, parce qu'en fait, ces fameux bijoux, c'était les fameux trésors qu'il avait piqués à Rome quelque temps avant. Donc voilà. En fait, ça s'est très bien passé jusque-là. Et Galla Placidia va tomber enceinte très vite, et va avoir un fils. Donc voilà, ici, en 414, donc, que vous voyez Galla Placidia à gauche, c'est un portrait que nous avons au mausolée de Ravenne, le mausolée de Galla Placidia à Ravenne. Il y a des grandes mosaïques pour ceux qui sont allés, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés ici, ça vaut le coup d'être vu. Des grandes mosaïques avec, par exemple, donc, Galla Placidia, avec ses enfants et tout, bien. Et à droite, vous avez donc, une statue d'Atolphe à Madrid. Il faut dire que si en France, nous n'avons aucune statue des rois visigoths, et surtout pas à Toulouse, à Madrid, ils sont tous. Ceux de Toulouse comme ceux d'ailleurs de Tolède. Vous avez ici en bas des vestiges romains de Narbonne. Donc voilà. Donc les Visigoths sont à Narbonne et ils vont poursuivre leur route vers l'Aquitaine pour s'installer jusqu'à Bordeaux. Mais il se trouve que le mariage de Atolphe avec Galla Placidia a déplu à beaucoup de monde. Il a mécontenté aussi bien les Romains qui voyaient un très mauvais œil la sœur de l'empereur mariée avec un barbare, et les Visigoths qui voyaient Atolphe abandonner un peu la culture visigothe au profit de la culture romaine. Et donc ça va semer pas mal de discordes,
Et il y a un général romain qui s'appelait Constance, qui était près de l'empereur à Ravenne, qui avait depuis longtemps le projet d'épouser Galla Placidia. Donc il va conseiller l'empereur pour essayer d'affamer les Visigoths qui se trouvent à Narbonne et en Aquitaine, en bloquant le port de Narbonne pour l'acheminement du blé d'Afrique du Nord. Dans ce moment-là, Attole, quand il voit qu'il y a un risque de famine, il quitte nos régions et il part sur Barcelone. Et là, arrivé à Barcelone, Galla Placidia va accoucher de ce garçon, qui ne vivra pas très longtemps, parce qu'à l'époque, bien sûr, il y avait souvent des problèmes, et donc il est mort. Et en même temps, eh bien, Atwolf a été assassiné par un de ses officiers qui lui reprochait justement d'abandonner sa culture au profit de la culture romaine. Donc, nous allons avoir là une période d'incertitude qui va durer quelques temps, plusieurs empereurs qui vont s'improviser, et puis, jusqu'au jour où un général va prendre le pouvoir, va pacifier l'Espagne qui se soulevait contre l'Empire, et donc, et en même temps, il y avait des révoltes ici, côté Aquitaine et côté Bretagne en particulier, où les paysans se soulevaient contre l'Empire romain. Des généraux romains essayaient de prendre le pouvoir dans tout l'Ouest. C'était un peu la panique partout, ce qui fait que les propriétaires terriens de l'Aquitaine, voyant tout ça, ont supplié l'empereur de Ravenne de rappeler ici en Aquitaine les Visigoths qui avaient montré leur efficacité dans le rétablissement de la paix en Espagne, pour qu'ils fassent la même chose ici en Aquitaine. Et donc en 418, cette Assemblée générale vote le rétablissement des Visigoths dans nos régions. Vous voyez d'ailleurs ici au-dessous une photo qui représente le rempart d'Arles, Arles qui était la capitale donc du prétoire, et un marché qui se trouve devant les remparts. Alors on raconte que à cette époque-là, souvent, les jours de marché, il y avait des gens qui envahissaient la région de la Camargue, qui arrivaient par la mer, ils remontaient la Camargue, et les jours de marché, ils se déguisaient en marchands, ils rentraient dans Arles, une fois qu'ils étaient à l'intérieur, eh bien, ils massacraient les gens, et ils volaient tout ce qu'il fallait voler, quoi. Et puis ils repartaient sur leur bateau qui se trouvait au bout de la Camargue. Alors, pour éviter ça, les gens avaient décidé de tenir le marché à l'extérieur des remparts, comme vous le voyez ici sur cette photo. Il se tient d'ailleurs toujours là, tous les étés, donc au bord des remparts. Donc les Visigoths reviennent dans nos régions, Narbonne d'abord, et puis à Toulouse. Ils vont prendre Toulouse pour capitale, c'est donc en 418. Et le premier roi des Visigoths à Toulouse, c'est Théodoric Ier, qui sera un type vraiment extraordinaire. Vous voyez sur son buste qui se trouve dans la salle des illustres à la mairie de Toulouse. Théodoric Ier va vivre très longtemps. Très très longtemps. Une trentaine d'années. Et c'est lui d'ailleurs qui va vaincre Attila au champ catalonique. En effet, en 451, il y a des menaces importantes qui sont sur le prétoire d'Arles. D'abord, les Vandales qui sont dans l'Afrique du Nord font une manœuvre en passant au sud de la péninsule ibérique. Ils vont remonter jusqu'à l'embouchure de l'Adour à Bayonne. Et là, leur objectif, c'était de s'emparer de l'Aquitaine, pendant que Attila faisait une manœuvre au nord. Vous voyez. Ah, zut. Ici, en Champagne. Et donc, les Visigoths étaient pris un peu en sandwich, quoi. Les uns au nord, les Vandales au sud. Alors, heureusement que, arrivé dans une forteresse qui est sur l'Adour, qui est aujourd'hui le village de Saint-Sevé, cette forteresse va résister à l'avancée des Vandales sur l'Adour. D'ailleurs, cette forteresse était défendue à la fois par un évêque catholique qui s'appelait Sevé, qui était venu pour prêcher le catholicisme aux soldats visigoths qui tenaient la forteresse et qui, eux, étaient hérétiques puisqu'ils étaient ariens. Mais tous ensemble, ariens et catholiques, vont défendre la forteresse,
vont vaincre les Vandales, qui seront obligés de se retirer. Et c'est comme ça que le roi de Toulouse, donc, Théodoric Ier, va pouvoir remonter vers Reims, là, vers la Champagne, au-devant des Huns. Et là, il va retrouver là-bas l'armée alliée des Romains avec le général Aetius, qui avait réuni tous les rois d'Europe contre les Huns. Donc, tous ensemble, ils vont livrer une bataille au champ Catagonique. C'était le 20 juin 451, où les Huns seront vaincus grâce donc, surtout à l'arrivée des Visigoths. Et le lendemain, après la bataille, Attila est parti, reparti chez lui au centre de l'Europe, et on a retrouvé le roi Théodoric Ier mort sous son cheval dans la bataille. Donc, il faut un successeur. C'était son fils aîné qui était présent à la bataille, qui est donc intronisé nouveau roi des Visigoths, qui va revenir rapidement à Toulouse parce qu'il avait deux frères qui menaçaient de prendre le trône. Donc, il revient vite à Toulouse. Et il prend le pouvoir là-bas. Et c'est lui qui va vaincre d'ailleurs Attila définitivement l'année suivante, parce qu'Attila était revenu l'année suivante pour attaquer sur le bord du Rhône. Et c'est le fils donc, de Théodoric Ier, Thorismond, qui va vaincre définitivement Attila sur le bord du Rhône, près de Nîmes, pas loin d'ici d'ailleurs. Et donc Attila va se retirer définitivement du côté de l'Autriche, où il va mourir quelque temps après, et les Huns seront complètement dispersés et se mélangeront aux autres peuples du centre de l'Europe. Alors, une parenthèse sur la Dorade. Je ne sais pas si c'est là qui connaissent la Dorade à Toulouse. Bon. La Dorade, c'est l'église par excellence des Visigoths, qui était construite dans cette époque-là, à l'époque du roi Théodoric Ier. Donc, cette église, elle a été démolie au XVIIIe siècle, parce qu'elle menaçait de s'effondrer. Alors, il ne nous reste pas grand-chose. Il y avait donc un décagone que vous voyez là, voilà, là, la Dorade. Et on appelle la Dorade parce que cette abside était recouverte de céramique, de mosaïque, couverte d'une fine pellicule d'or, d'où son nom, la Daurado en occitan, la Dorade en français, dorée. Et il y avait 3 rangées de niches. Dans chaque niche, qui était encadrée par 2 colonnes, comme celle que vous voyez ici à droite, qui se trouve aujourd'hui au Louvre, à Paris. Dans chaque niche, il y avait une statue d'un saint ou d'un personnage de la Bible de l'Ancien Testament. Et au bout de chaque colonne, il y avait un chapiteau. Vous voyez les 3 chapiteaux différents que vous voyez ici au-dessous, corinthien, composite et ionien. C'est tout ce que nous avons d'ailleurs à Toulouse, au musée Cérémon, des vestiges de ces colonnes de la Dorade. Donc il y en avait des dizaines et des dizaines. En fait, elles se sont évaporées dans le monde entier. Il y en a, le plus grand nombre se trouve à Nice, où un bonhomme, entre les 2 guerres, 14 et 39, est venu à récupérer une trentaine de ces colonnes à Toulouse pour construire un cloître néo-roman à Nice. Or, aujourd'hui, ce cloître, il est complètement dans les broussailles, abandonné complètement. Et lorsqu'il y a 3 ans, nous avons fondé à Toulouse l'association sur Toulouse visigothique, nous avions demandé au maire de Toulouse de demander à son copain Estrosi de récupérer toutes ces colonnes. Mais à ce jour, il n'y a aucune réponse, bien entendu, parce qu'il faut savoir que les politiques, ils n'ont rien à foutre souvent de l'histoire, donc ces colonnes sont toujours là-bas. Et il y a 2 ans, juste à cette époque-ci, j'étais chez mes amis en Amérique, là-bas. Nous sommes allés voir le grand musée archéologique de New York. Et première salle dans laquelle je rentre, surprise, salle des Visigoths de Toulouse et de la Dorade. Et là, j'ai découvert 2 colonnes semblables à celles-là, donc qui se trouvent donc en New York, et les voilà ici. Vous voyez, les colonnes que j'ai découvertes dans cette salle. Vous voyez, j'ai un peu respecté parce que bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est fiche là-bas, quoi. Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est pas plus mal. Alors ici, vous avez ici en bas, de chaque côté, les 2 colonnes de New York, et entre les 2, vous avez les colonnes qui sont au Louvre. Il y en a 2 au Louvre, donc, et 2 à New York. Voilà.
et aucune à Toulouse. Cherchez l'erreur, quoi. Voilà. Je ne sais pas bien parce qu'il y a des vitrines archéologiques, là, cette salle des Visigoths de New York, avec plein de vestiges visigoths, des boucles de ceinturon, des flèches, enfin de tout. Et en plus, c'est très très bien expliqué. Bien sûr en anglais, parce que moi je ne comprends pas l'anglais, mais quand même c'est facile à traduire. Et donc, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui passent à New York chaque année. Donc là, au moins, les gens ils savent à New York, les gens qui viennent du monde entier, savent ce que c'est que Toulouse, ce que sont les Visigoths et ce qu'est la Dorade. Donc à Toulouse même, personne ne le sait. Parce que là, c'est pas plus mal que ce soit là-bas. Même ces deux-là, quoi. Bon, là, je vais accélérer un peu parce que le temps tourne vite. Je n'ai qu'une heure devant moi, je crois. Et donc, on arrive à l'époque où l'Empire romain va très mal à l'ouest. Les empereurs se trucident les uns les autres. Et donc, il y a un moment où le siège impérial est vacant. Et donc, qui choisir? À ce moment-là, le roi wisigoth de Toulouse, Théodoric II, qui est un fils de Théodoric Ier, et qui est très cultivé, parce que lui, quand il était petit, il a eu comme précepteur un Auvergnat, qui était le beau-père de l'écrivain poète Sidon Apollinaire. Il s'appelait Avitus. Et Avitus, donc, a instruit ce petit futur Théodoric II, Théodoric II qui était capable de réciter par cœur des tirades d'Ovide des grands écrivains romains de l'époque romaine, pas conséquent. Et donc, quand il devient empereur, le trône étant vacant, il réunit à Beaucaire l'assemblée des notables romains et visigoths pour leur dire, maintenant, vous mettez-vous d'accord, choisissez un empereur. Et à ce moment-là, lui, son idée, c'était de mettre son précepteur Avitus comme empereur à Rome. Et donc, il a fait voter à Beaucaire l'élection d'Avitus comme empereur romain. Et voilà donc Avitus qui est couronné à Arles, empereur romain, et il s'en va, encadré par les soldats visigoths, à Rome prendre le pouvoir. À Rome, il est accueilli à bras ouverts, parce que c'était un peu l'anarchie à ce moment-là, et il est accompagné par, bien sûr, Sidon Apollinaire. Mais si au début c'était très bien, ils ne vont pas y rester très longtemps. Parce qu'en fait, vous voyez le forum romain, il se trouve que l'économie romaine allait très mal, les déficits étaient très, très profonds, vous voyez, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Et donc, Avitus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fondre les statues dorées, donc en or ou en bronze ou en autre chose, du forum pour récupérer de la monnaie, quoi, en quelque sorte. Imaginez les Romains qui voient leur statue disparaître. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Et donc, ils ont finalement manifesté et poussé Avitus à quitter le trône. Et Avitus repart, il repart chez lui en Auvergne. Il meurt d'ailleurs en cours de route, on ne sait pas comment, d'ailleurs, s'il a été tué ou s'il est mort de maladie. Enfin, il est mort en cours de route. Il aurait été enterré apparemment en Auvergne, mais on n'a jamais retrouvé sa sépulture. Nous arrivons après avec un autre roi wisigoth à Toulouse, c'est Euric le Grand, qui était un des frères de Théodoric II. Trois frères ont régné. Il y a eu celui qui a remplacé Théodoric Ier après la bataille contre les Huns, il y a eu Théodoric II et Euric le Grand. Euric le Grand, lui par contre, il était très, comment dirais-je, très hérétique en fait, il était arien, et donc il va un peu persécuter le clergé catholique qui ne lui faisait pas de cadeaux. D'ailleurs, il soupçonnait le clergé catholique d'Auvergne et d'Aquitaine de renseigner Clovis au nord de la Loire. Et donc, ça passait très mal. Mais Clovis, je veux dire Euric le Grand, va mener une bagarre pour s'emparer de l'Auvergne. Parce que l'Auvergne était une des rares régions qui n'était pas encore wisigoth, qui était restée autonome, quoi, indépendante. Il y aura une guerre de 7 ans, là, qui va voir s'affronter à la fois les Auvergnats qui collaboraient avec les Visigoths et les Auvergnats, des grands propriétaires terriens
qui était menée justement par Sidon Apollinaire et son clan, sa famille, contre Euric le Grand. Or, il se trouve que Euric le Grand a vaincu les Auvergnats, les Arvernes, comme on disait à l'époque. Sidon Apollinaire sera exilé dans les Pyrénées. Et évidemment, il va s'en plaindre, parce que ce qui le chagrinait beaucoup, c'est qu'il y avait autour de lui, autour de sa demeure, des Wisigoths qui n'arrêtaient pas de se chamailler le soir, se crêpaient le chignon. Comme ils avaient une voix très forte, ça l'empêchait de dormir. Donc, dans ses écrits, c'est marrant, on voit très bien cette histoire-là qu'il raconte. Donc il a supplié de ses copains qui se trouvaient à la cour d'Euric le Grand, qui à l'époque était à Bordeaux, de le ramener un peu à la cour, quoi. Et donc il a rédigé un poème à l'honneur de la femme d'Euric pour arranger les choses. Il est revenu en grâce auprès d'Euric. Vous avez ici donc l'Empire, l'Europe de l'Ouest à l'époque des Visigoths. Vous voyez un peu l'implantation des différents peuples. C'est l'époque où, en 476, le dernier empereur qui s'appelait Romulus Augustule, c'était un enfant de 12 ans, va être détrôné, et l'Empire romain va disparaître, l'Empire romain d'Occident va disparaître, et c'est l'empereur Dorian, c'est-à-dire de Constantinople, qui va se considérer à cette époque-là comme l'empereur de tout l'Empire romain. Mais il faut dire qu'à l'ouest, des royaumes vont se constituer, les royaumes visigoths que vous voyez, les Francs au nord, Syagrius entre les deux, les Germains, les Huns et les Ostrogoths. Il faut dire que les Ostrogoths vont arriver en Italie, s'emparer de l'Italie après la chute du dernier empereur, et ils vont gouverner l'Italie de manière magistrale. Or, ils avaient, eux, un grand roi, qui s'appelait aussi Théodoric le Grand, donc, qui va être un grand diplomate et un grand roi, donc Hugo. Donc c'est donc Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, qui va régner de 473 jusqu'en 526, et qui, lui, avait compris le danger des Francs, en particulier des Francs de Clovis. Et donc, il va essayer de calmer ces Francs, d'abord par des alliances matrimoniales. Comme il avait pas mal de filles et de sœurs, il va marier tout ce monde avec tous les rois de l'Europe pour faire des alliances matrimoniales de manière à empêcher des bagarres. Alors, par exemple, il va marier sa fille Théodigota avec Alaric II, donc il va devenir reine des Visigoths à Toulouse. Ensuite, il va lui se marier avec une sœur de Clovis. Il faut que je vois un peu parce que là, j'ai le gosier un peu sec. Ensuite, Ostrogotha, un homme bien wisigoth, qui va épouser le roi des Burgondes de Sigismond. Sa sœur, Amalafrida, qui va épouser le roi des Vandales, etc., etc. Et moyennant ces alliances, eh bien, on aura la paix en Europe pendant un certain temps. Mais ça ne va pas durer très longtemps, parce que Clovis, lui, c'était pas du tout son objectif. Et enfin. Donc, Clovis va masser des troupes sur les bords de la Loire, et là, Théodoric le Grand va envoyer des gens pour négocier. Et donc, entre Alaric II, qui était roi de Toulouse, et Clovis, finalement, il y aura un accord. Clovis va se calmer, pour un temps du moins, mais ça ne va pas durer quand même éternellement. Nous arrivons là au début du VIe siècle, 506, 2 février. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en 506, les tribunaux, à l'époque, étaient submergés de demandes de procès, et il y avait une législation romaine qui était appliquée encore à cette époque-là dans le royaume wisigoth. Et les lois s'étaient accumulées pendant des années, les choses n'étaient pas claires, ça embarrassait beaucoup de monde, et donc le roi Alaric II dit, c'est simple, on va réunir tous les légistes romains qu'on a en Aquitaine, à Aire-sur-Adour. Pourquoi Aire-sur-Adour? Parce que Aire-sur-Adour était une résidence secondaire des rois de Toulouse.
Et donc c'est là, dans les Landes aujourd'hui. Et donc là, on va réunir dans cette assemblée qui va rédiger un code qu'on va appeler le code d'Alaric. Il va réunir toutes les lois romaines, les simplifier, les mélanger avec les lois wisigothes, et ce qu'on va appeler le code d'Alaric, ou bien aussi le bréviaire d'Alaric. Et ce bréviaire d'Alaric, c'est très important. C'est le fondement de toute la culture européenne aujourd'hui. Toutes les lois européennes découlent en fait de ce code d'Alaric. Donc c'est très important. C'était donc en 506. Et en 2006, c'était donc le 1500e anniversaire, le 15e centenaire du code d'Alaric, très important, qui a été célébré à Aire-sur-Adour. Il y a eu des grands colloques internationaux, des savants qui sont venus du monde entier pour en parler. Pas un mot dans la presse en France. Moi, j'ai rédigé un article important que j'ai envoyé à toute la presse. Alors, il n'y en a que deux qui en ont parlé, c'est, pour une fois, la Dépêche de Toulouse et le Sud-Ouest de Bordeaux. Mais le reste de la France, que ce soit Le Monde, que ce soit Le Figaro et autres, personne n'a dit un mot sur ce 15e centenaire, qui était pourtant la base du droit européen aujourd'hui et du droit français aussi. Parce que le code de Napoléon, qui est toujours en vigueur, s'est inspiré un peu de ce code d'Alaric. Pas pour tout, pas pour les femmes par exemple, nous allons le voir. Mais enfin, pour le reste, oui. Et donc, de quoi parle ce code d'Alaric? Je vous ai mis ici il y a 16 livres de loi. 600 pages, c'est énorme. Alors, les thèmes traités, les voici. Vous avez les institutions, bien sûr, les procès, les contrats, les héritages, les fonctionnaires, les soldats, la fiscalité, les donations, les crimes capitaux, les terres publiques, la collecte de l'impôt, l'administration municipale, les taxations spéciales, les associations professionnelles, les ouvrages publics, la législation religieuse, etc., etc. Et, si je le retrouve, je vais vous dire quelques extraits de ce code. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Voilà. Alors, je vous donne quelques exemples, en particulier pour vous, mesdames. Vous allez voir que vous étiez pris en compte dans le code d'Alaric. Alors, voici, par exemple, un article sur le divorce. Vous voyez que c'était très à l'avance. Alors, le code d'Alaric dit ceci. Voici les causes du divorce. Une femme peut entamer une procédure si son mari est homicide, malfaisant, s'il a violé des sépultures. C'est important les sépultures à l'époque. Un mari peut faire de même si sa femme est adultère, malfaisante, insatiable. Ça aussi, bon. C'est pas moi qui le dis, bon. Si c'est le mari qui se plaint de sa femme, qui garde la dot, reçoive la jouissance des dons du mariage et que les biens communs soient réservés pour les enfants. Ça, c'est très important. Parce que dans les divorces à cette époque-là, donc, l'Empire romain et chez les Visigoths, tout est revenu aux enfants dans un divorce. Donc aujourd'hui, quand il y a un divorce, ça revient soit à la femme, soit à l'homme. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Ensuite, si c'est la femme qui a prouvé en jugement les crimes imputés au mari, qu'elle reprenne sa dot et jouisse de ces dons du mariage qui seront remis aux enfants communs et qu'elle ait le droit de se remarier ou non. Les enfants ne doivent pas être remis en gage par leurs parents et celui qui les reçoit, les sachant libres, doit être condamné à l'exil. Ça devait se faire. Une femme ne peut promettre de se livrer en caution pour une dette. Ça aussi, si l'on précisait, c'est que ça devait se faire. Ensuite, une femme ne peut être poursuivie à la place de son mari. Ses biens et dons du mariage peuvent être saisis pour faute du mari. Pensez aujourd'hui un couple de commerçants qui sont en faillite. Bon, si c'est le mari qui est propriétaire du commerce, peu importe, sa femme devra payer aussi, puisqu'ils sont mariés. Alors que là, dans le code d'Alaric, la femme, elle n'est pas obligée de... elle ne paiera pas, quoi. C'est le mari, si le mari qui est coupable, bon, c'est le mari, voilà, vous voyez. Les successions, ça c'est important parce que ça aura des conséquences sur toute la vie en Occitanie jusqu'à la Révolution. Que les filles reçoivent à la mort de leurs parents testataires une part des terres et autres biens égale à celle reçue par leurs frères. Succession à part égale entre frères et sœurs.
Ce qui n'a pas été le cas après en France, ce qui n'était pas le cas en France d'ailleurs jusqu'aux années 50 d'ailleurs. Si l'une cependant qui n'avait pas de mari s'est ensuite mariée, qu'elle laisse la part reçue à ses frères et à leurs héritiers. Ça c'est pour ne pas émietter les terres, quoi, si vous voulez. Mais si vous voulez, ce qui est important de savoir, c'est que les filles héritaient comme les hommes. Ce qui veut dire que à l'Occitanie, jusqu'à la Révolution, les femmes héritaient, surtout quand c'était des princes, des rois, des reines. La femme pouvait régner, diriger une commune, diriger tout ce qu'on voulait, toute terre. Ce qui n'a jamais été le cas en France jusqu'à aujourd'hui. Aucune femme n'a été chef d'État. Aucune reine. Il y avait des reines de France qui étaient la femme du roi, mais ce n'était pas reine en titre. Alors qu'en Occitanie, nous avons Aliénor d'Aquitaine, qui est un exemple incroyable. Elle a dirigé l'Aquitaine jusqu'à l'âge de 82 ans qu'elle est morte. Elle a dirigé l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine. Elle a succédé à son père, qui était roi d'Aquitaine, elle a succédé. La mère d'Henri IV, comment s'appelle ? Jeanne d'Albret, merci. Jeanne d'Albret, Jeanne II d'Albret, ce qui veut dire qu'il y avait déjà eu une Jeanne Ière. Elle a dirigé la Navarre toute seule. Elle était la fille de son père étant mort. Vous voyez, elle a régné. Dans les vallées pyrénéennes, les femmes pouvaient être consuls dans les vallées pyrénéennes. Ça, on le doit à ce code d'Alaric. Les femmes pouvaient hériter à part égale avec les garçons. À l'époque cathare, la maîtresse de Lavore, vous voyez, pardon, Guiraud de Lavore. Guiraud de Lavore qui a dirigé Lavore, elle avait un frère qui était plus jeune qu'elle, mais c'était elle l'aînée qui a dirigé Lavore, c'était pas son frère. Il y avait des garçons, mais bon. Aujourd'hui encore, pensez à la Suède. Il y a un roi en Suède aujourd'hui. Eh bien, quand il sera mort, il a mon âge, donc j'espère, le roi de Suède. Quand il sera mort, c'est pas un de ses fils qui va lui succéder. Il a 3 enfants, il a une fille aînée et 2 garçons. C'est sa fille aînée qui va le succéder. Et c'est une Occitane d'ailleurs. Parce qu'en fait, le roi de Suède, Gustave Adolphe, il descend directement décidément, j'ai des trous de mémoire terribles là. Du Béarnais. Très bien, de Bernadotte. D'ailleurs, elle est venue à Pau il y a de ça 5-6 ans, voir la maison de son ancêtre direct, Bernadotte, à Pau. C'est elle qui va devenir reine de Suède à la mort de son père. Voilà. Et ça, on le doit, vous voyez, elle était de Pau. Bernadotte était de Pau. Voilà. Alors, ensuite, si une femme meurt avant son mari, les enfants issus de son mariage et leurs biens demeurent en la puissance du père qui, s'il ne se remarie pas, peut rester en possession de ses biens, dont le gérer, sans toutefois pouvoir les vendre ou les aliéner de quelque manière que ce soit, et qui conserve tout pour ses enfants, intégralement et scrupuleusement. En revanche, qu'il en perçoive personnellement les revenus et participe aux dépenses communes avec ses enfants. Là aussi, vous voyez, si la mère meurt, eh bien les biens sont pour les enfants, le père pourra les gérer, il en aura la jouissance, mais voilà. Quelques exemples, vous voyez, de ce code de Vierre d'Alaric qui est très important et qu'il est dommage qu'on ne l'ait pas célébré en 2006 en France. Mais bon, ça c'est système centralisme parisien. Bon, revenons à nos moutons. Devant la montée du péril franc de Clovis, Théodoric le Grand va entamer un balai diplomatique extraordinaire. Il va envoyer des ambassadeurs à tous les chefs d'État, tous les rois d'Europe, pour leur dire ceci: coalisez-vous, entendez-vous contre Clovis, parce qu'il va vous envahir, ça va être terrible. Voilà ce qu'il dit. Vous qui restez droits et courageux, envoyez vos ambassadeurs ensemble avec les miens et ceux de notre frère le roi Gondebaud qui était roi des Burgondes, au roi d'Effroi Loudouès, c'est-à-dire Clovis, afin qu'il cesse son conflit avec les Visigoths. Nous sommes sur la Loire, là. Celui qui veut vivre sa loi, c'est-à-dire Clovis, s'apprête à troubler tous nos royaumes
il vaut donc mieux l'arrêter dans ses débuts plutôt que de l'affronter plus tard, chacun séparément, évidemment. Car si Clovis l'emportait contre un aussi grand royaume, nul doute qu'il s'attaquera à vous. C'était très bien vu. Malheureusement, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de se coaliser contre Clovis. Clovis, à ce moment-là, a franchi la Loire. Il a envahi le royaume wisigoth de Toulouse. Il y a eu une grande bataille à Vouillers, près de Poitiers, où Alaric II, a été tué par Clovis. Et donc, l'état-major wisigoth regagne Toulouse avec la reine qui était sur place, la reine, le petit Amalaric qui avait que 8 ans, donc le futur roi. Il rentre à Toulouse, il déclare Toulouse ville ouverte, ils emportent le trésor avec le gouvernement et toute la hiérarchie, et ils se réfugient à Carcassonne, tout près d'ici, par conséquent. Voilà. Et plus tard, le beau-père d'Alaric II, qui est Théodoric le Grand, va envoyer une armée pour récupérer à la fois sa fille, donc qui était la femme d'Alaric II, son petit-fils Amalaric, et le trésor qu'ils vont ramener à Ravenne, où il se trouvait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer après Vouillers? Théodoric le Grand donc, va assurer la régence de son petit-fils Amalaric, puisque lui était trop petit pour régner. Et donc c'est lui qui va devenir roi des Visigoths et à la fois des Ostrogoths. Donc il va avoir la Provence. Et la frontière, il faut le savoir, va être au seuil de l'Aurouze, près de Castelnaudary. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette région où nous sommes ici, Bugarache, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Nîmes, n'ont jamais été mérovingiens. Sont toujours restés Visigoths, jusqu'à l'arrivée des Berbères en 715, pendant 3 siècles. Alors qu'on nous dise dans les manuels scolaires, on parle de la France indivisible, etc. Et le Languedoc mérovingien. Jamais les mérovingiens n'ont pénétré en Languedoc-Roussillon. Jamais. Voilà. Alors, donc les Visigoths vont aller ce soir à Narbonne. Les Visigoths, une fois à Narbonne, vont élire un roi. Un roi qui était un fils naturel, qui avait 20 quelques années, un fils naturel d'Alaric II. Mais il n'a pas été admis par tout le monde. Et donc, en particulier par Théodoric le Grand, l'Ostrogoth, qui va le combattre et il sera tué du côté du Rhône. Et donc, quand Amalaric a été majeur, son grand-père va lui rendre donc tous ses attributs. Il va revenir à Narbonne et à Narbonne il sera chassé, il va aller vers Barcelone et là à Barcelone il sera tué. Il sera tué et donc ce sera la fin de cette dynastie qu'on appelait la dynastie des Baltes, originaire de Baltique. Et là il y aura donc un nouveau roi qui sera élu à Barcelone, et ce nouveau roi va décider de prendre Tolède comme capitale. Et donc nous avons le royaume de Tolède qui va remplacer Toulouse, qui va s'étendre à ce moment-là du Rhône, c'est-à-dire de Nîmes en gros, jusqu'au sud de l'Espagne. Le roi Léovigilde, lui, va construire un État wisigoth, capitale donc Tolède, avec un programme très, très ambitieux. Première mesure, c'était de chasser les Byzantins qui se trouvaient sur la côte sud-est de l'Espagne. Ensuite, soumettre les Suèves qui sont du côté du Portugal actuel. Ensuite, il va commettre une grosse erreur, c'est-à-dire de privilégier l'arianisme au détriment du catholicisme. Bon, les catholiques étaient super majoritaires en Espagne, bien entendu. Et donc là, ça va mal se passer avec certains évêques catholiques. Et puis il va surtout autoriser les mariages mixtes entre les Visigoths et les Ibères et les Romains. Et il va unifier la péninsule en y incluant la Septimanie, c'est-à-dire ce qui est le Languedoc-Roussillon, qu'on va appeler à ce moment-là la Septimanie.
Le roi suivant, c'est Récarète Ier. Alors Récarète Ier, lui, il ne fera pas comme son père, Léovigilde. Il va choisir le catholicisme. Il va se convertir, lui. Il va comprendre que pour faire l'unité de la péninsule ibérique, il faut abandonner l'arianisme et choisir donc les évêques catholiques. Il y aura donc un grand concile à Tolède, le 6 mai 589, qui aura des conséquences très importantes pour toute l'Espagne et pour tout l'avenir de l'histoire. Le catholicisme deviendra donc la religion d'État. La conséquence, les charges civiles et militaires seront interdites à tout hérétique, et en particulier aux juifs. Et donc c'est là qu'est née la péninsule ibérique, à l'origine du futur État catholique, jusqu'à Franco, en fait. Malgré l'intermède musulman de 711 à la Reconquista. Alors voici la Septimanie par rapport au reste du royaume de Tolède, qui sera plus ou moins autonome. Je vous passe sur il y a beaucoup d'histoires, parce qu'il y a plusieurs généraux qui ont essayé de s'emparer du pouvoir à Septimanie contre Tolède, mais ça a foiré. La Septimanie finalement est restée attachée à Tolède jusqu'à l'arrivée des Berbères en 715. Donc, dans ce contexte favorable aux guerres civiles, le Sénat de Tolède va déposer le roi Witiza, qui sera remplacé par le roi Roderick. Mais voilà qu'il y a un ancien roi, le fils de l'ancien roi wisigoth, qui s'appelle Aquila, va rassembler tous les mécontents de la péninsule, les juifs, les païens qui étaient encore là, etc. Et ils vont faire appel aux morts du Maroc et d'Algérie, d'Afrique du Nord en quelque sorte, qui vont franchir le détroit de Gibraltar pour arriver jusqu'à Tolède. Et la péninsule donc va basculer. Il y aura une grande bataille donc, en juillet 711 à Guadalete, où le roi Roderick sera tué. Et donc l'armée de Tariq, des Berbères, va s'emparer de la péninsule ibérique. Mais ce sera pour lui le promenade, parce qu'en fait, il y avait tout tellement de problèmes avant que les gens vont accepter la conquête de leur pays par les Berbères, qui vont, il faut le souligner, rétablir la liberté de culte qui avait été interdite lors du concile de Tolède. Mais il faut savoir que les Berbères venaient de se convertir à l'islam. Voilà pourquoi la péninsule ibérique va tomber sous la coupe des musulmans, va devenir musulmane. C'est le tout début, ça. Mais il ne faut pas confondre, en fait, les Berbères et les Arabes. Les Arabes n'étaient pas encore là. C'est les Berbères, ce sont les premiers occupants de l'Afrique du Nord. Ils y étaient à l'époque néolithique, à la préhistoire, là-bas. Bien avant tous les autres peuples, les Berbères. Et ils sont encore aujourd'hui, d'ailleurs. En Algérie, il y a des Arabes et il y a des Berbères. Donc Aquila, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va gagner Narbonne, qui sera donc la dernière capitale des Visigoths, comme elle l'a été la première, donc, au début du 5e siècle. Et en 720, toute la Septimanie va tomber sous la domination berbère. Il faut savoir que le gouverneur de Septimanie, le berbère, là, qui s'appelait Monouza, plus tard, va épouser la fille du comte de Toulouse. Et ils vont tous les deux, c'est grâce à cette alliance qu'ils vont battre les Francs, donc dans la fameuse grande bataille de Toulouse, en 721. Parce que ce n'est pas à Poitiers qu'on a arrêté les Arabes, comme on dit dans les manuels scolaires. C'est à Poitiers, en 721, grâce à l'alliance entre le comte de Toulouse de l'époque et son futur gendre, Monouza, berbère. C'est passé à Toulouse. On commence petit à petit, maintenant, j'ai vu ça à la télévision il n'y a pas longtemps, à parler de cette bataille de Toulouse. Mais il a fallu du temps quand même. Poitiers n'a été qu'une escarmouche, quelques années après, 732, qui a vu, bien sûr, l'arrivée de l'ennemi héréditaire du comte de Toulouse, d'ailleurs. Donc, la bataille de Poitiers. Mais qui n'a pas été décisive, quoi, puisqu'il y a eu une bataille, mais c'était comme il y en avait beaucoup à l'époque.
La grande bataille qui a évité, qui a arrêté la montée de l'islam au nord des Pyrénées, c'est à Toulouse. Alors, quelques mots sur l'art wisigoth. Vous voyez ici par exemple une couronne votive en or et en pierre précieuse. Ce n'est pas des couronnes qu'on met sur la tête, ça. Hein. C'est des couronnes qui servent de vœux lors d'un couronnement d'un roi. C'est celle de Recesvet qu'on a trouvée dans la région de Tolède. Voici une église wisigothe donc en Espagne, San Pedro de la Nave. Voici l'intérieur de l'église là. Ce qui est caractéristique, c'est l'arc outrepassé que vous voyez au fond. Quelques objets des Wisigoths. Il y a beaucoup de ceintures, ça on en trouve. Celle d'en haut vient de l'Aude, vient de par ici. Celle du milieu ici. On l'a trouvé il n'y a pas très longtemps à Lavore. Et vous avez ensuite des épingles, ici, ce qu'on appelle des fibules pour accrocher les vêtements. Et puis, en bas à droite, vous avez un peigne. Ça, ce peigne, c'est un peigne caractéristique des Wisigoths. Et c'est un marqueur très important pour les archéologues. On le retrouve partout où les Wisigoths ont séjourné, depuis la Baltique jusqu'à Toulouse et jusqu'à, d'ailleurs, Barcelone. Celui-là, il vient du Gers, de Sévillac, de la villa romaine de Sévillac. On en a trouvé pas mal sur Toulouse, d'ailleurs, sur la région de Toulouse. C'est très caractéristique des Wisigoths. On en trouve beaucoup en Ukraine aussi, d'ailleurs. Ils sont restés assez longtemps. Autre chose, la rosace à 6 branches, à 6 pétales, inscrite dans un cercle solaire, qu'on retrouve sur beaucoup de croix ou d'objets de cette époque-là. Alors celle que vous voyez ici en haut, là, qu'on appelle la croix de Vaquier. Vaquier, c'est un petit village au nord de Toulouse. Donc mes cousines qui sont là habitent. Et cette croix, nous l'avons trouvée donc à Vaquier. Et donc elle est aussi un marqueur des Wisigoths. On l'appelle la croix Wisigoth, mais on ne sait pas trop si c'est Wisigoth, mais si vous voulez, on retrouve ça sur beaucoup de vestiges Wisigoths. D'ailleurs, ici en bas, on le retrouve sur le socle des vestiges qui se trouvent à l'église d'Aire-sur-Adour, là où a eu lieu le colloque, l'assemblée qui a rédigé les lois du Code d'Alaric. Vous voyez, alors aussi, ça c'est à 6 pétales, dans un cercle solaire. Et l'autre que j'ai trouvé moi-même il y a 3 ans, à Salava. Salava, c'est un village près de la grotte Chauvet, en Ardèche. Et là, il y a une église et des vestiges wisigoths importants que j'ignorais, que j'ai trouvé en avoir des amis là-bas. Et dans la réserve archéologique, il y a un sarcophage wisigoth, identifié comme tel. Et sur le couvercle de ce sarcophage, il y a une sculpture qui représente le cercle solaire avec cette rosace à 6 branches, mais qu'on retrouve un peu partout. Mais cette rosace à 6 branches, on la retrouve au cours de l'histoire un peu partout. On la voit ici, en haut, vous voyez, sur une statue menhir qui se trouve dans le Vaucluse. On la trouve ici après, là, sur un ossuaire, l'ossuaire de Calife en Palestine. On la retrouve ici aussi, en Haute-Garonne, là, à Monsonès. Et ensuite au Pays Basque, sur pas mal de stèles du Pays Basque, vous voyez. Donc c'était... mais on le retrouve de la préhistoire jusqu'à l'époque des Wisigoths. Maintenant, quelques mots sur la toponymie locale. Il y a un suffixe ingos, wisigoth, ingos, qui veut dire domaine du un tel. Et en occitan, ça a été modifié, on le retrouve sous la forme de engs ou engs. Sous la forme ens, ENES, pour deux noms qui finissent par ens, en toponymie, sont d'origine wisigothique. Alors, je vous en ai mis quelques-uns là, qui sont dans le Table, donc près de chez moi. Aves, Boussens, Brens, Coutès, Giroussens, Guitales, etc. Montans aussi, bien que ça ne finisse par ans, mais Montans, on le retrouve, j'ai mis les dates où ça apparaît dans les documents
que nous avons. Par exemple, Montans, on le trouve en 966 sous le nom de Muntaningos. On trouve bien le suffixe ingos, ça donnait Montans après. Voyez. Ensuite, en Aquitaine, on le trouve sous d'autres formes, forme ENX par exemple, c'est pareil. Et on le trouve aussi sous la forme Gous, G-O-S. Nous avons Goudou, Goudour, Goudaille, Gouts, Goux qu'on trouve dans les Landes et dans les Hautes-Pyrénées. Bondigous, qui est le village de mes ancêtres, près de Villemur, dans la Haute-Garonne, et qui se dit en occitan, si on le dit en français, Bondigous, bon, on ne voit pas. Mais en occitan, on dit Bundigous. Bundigous, ou Bund, dans les anciens registres, on le trouve sous Bundingus, on voit. Donc c'est bien, ça veut dire le domaine du Go-Bodo. Ce Bodo, on le retrouve dans beaucoup de noms visigoths, ostrogoths et même francs, et burgondes. D'ailleurs, le poète occitan que vous connaissez peut-être, Boudou, Jean Boudou, ça vient certainement de là aussi. On trouve aussi d'autres noms de l'époque des Visigoths, de gens que les Visigoths ont récupérés au cours de leur circulation en Europe, comme les Taïfales. On trouve dans le temps le nom de village qui s'appelle Toufaille ou Toufayou. Les Sarmates, qu'on retrouve aussi en albigeois, sous le nom de Sarmas ou Sarmasès. Voilà. Et je suppose qu'il y a aussi certains par ici, parce que il ne faut pas oublier quand même que les Visigoths sont restés beaucoup plus longtemps que dans la région de Toulouse. 4 siècles quand même en tout. Donc il y a certainement des noms de lieux dans certaines villes qui finissent par Ens. Alors en conclusion, qui étaient ces Visigoths? C'était des paysans soldats. Au départ, ils étaient nomades, ils se déplaçaient dans des chariots. Ils se sont intégrés dans l'Empire en Aquitaine, et qui représentaient au bout d'un siècle que 10% de la population. Donc un peuple qui était original, sa propre langue, son alphabet que vous avez vu, sa religion donc, homéenne. Ils ont marqué, ils ont provoqué un arrêt décisif des invasions d'Attila en Champagne. Ils ont sauvegardé ainsi la civilisation gréco-romaine. Ils ont maintenu ici chez nous les structures traditionnelles romaines, donc visigothiques. Ils ont tout conservé pratiquement de l'époque romaine ici chez nous. Et en Espagne, la conversion de Recaret Ier au catholicisme va imposer la conception théocratique de la royauté. Louis XIV, roi absolu, théocratique, ça vient de là en fait. Le latin va rester la langue officielle du royaume wisigoth, mais l'écrit va jouer un rôle important dans les relations sociales. Ça, j'insiste là-dessus, c'est très important ça. Ça fait la différence entre le nord de la Loire et le sud de la Loire jusqu'à la Révolution, c'est justement l'écrit. En Occitanie, tout passait par l'écrit. On ne faisait rien sans ça. Il fallait que tout soit noté. Je prends un exemple que je dis souvent, dans ma propre famille. Quand j'ai fait ma généalogie, que j'ai retrouvé dans les archives des documents dans ma famille, à Bondigous justement, j'avais une arrière-grand-mère qui était très pauvre, enfin, elle était femme de ménage, c'est tout, mais elle avait fait accumuler de l'argent qu'elle mettait de côté, et cet argent, elle le prêtait. Elle prêtait à son petit-fils, à un voisin qui avait besoin d'un peu d'argent. C'était marrant, parce que chaque fois, elle prêtait 50 francs. C'était un franc à l'époque, 50 francs. Mais 50 francs, il fallait passer devant le notaire. On l'écrivait chez le notaire. 50 francs à 5% l'an. C'est toujours ça, 50 francs à 5% l'an. La moindre bricole, il fallait passer devant le notaire. Alors qu'au nord de la Loire, c'est surtout le droit oral qui prévaut. On se tape dans la main, on conclut un accord. Oui, mais ici, pas question. Ici, en Occitanie, il fallait qu'il y ait toujours des traces. Pays de droit écrit, par conséquent, en Occitanie. Quand les Visigoths nous ont transmis dans les savoirs du droit antique, on l'a vu avec le code d'Alaric, et ils étaient à l'origine des nouveaux États d'Europe. Voilà. Je vous laisse lire. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les toponymes d'origine gothique sont très nombreux dans les endroits où les Visigoths étaient fortement implantés
au 5e siècle. Or, les Visigoths étaient ariens. Or, c'est dans cet endroit-là que s'est bien développé le catharisme du XIIe au XIVe siècle, puis le protestantisme au XVIe siècle. Je prends souvent l'exemple de deux villes de Haute-Garonne et du Tarn, Villemur, ma ville natale, qui était Visigoth, puisque Bondigous à côté était Visigoth, Bondigous c'était domaine d'Hugo Baudot, hérétique. Ensuite, Villemur était la capitale du catharisme pour le Baccarcy au XIIe siècle et a été une ville très protestante avec Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, qui était seigneuresse de Villemur au XVIe siècle. Alors vous voyez, il y a une filiation. Alors je me pose toujours cette question, est-ce que ces régions auraient une vocation hérétique ou du moins contestataire? Ou bien est-ce que c'est qu'une coïncidence? J'ai souvent demandé, d'ailleurs, à des étudiants que je connaissais à une époque de l'Université de Toulouse, de choisir ce sujet-là comme thèse. Mais jamais aucun prof de l'université n'a osé donner ce sujet-là aux étudiants. Alors, chercher l'erreur là aussi. C'est bien dommage d'ailleurs. Odysseas, Auf Wiedersehen, un Gott geben. Voilà. Merci. Maintenant, c'est à vous si vous avez des questions à poser. Oui, à vous la parole. Si vous avez des questions sur les Visigoths ou autre chose, je suis là pour ça. Moi aussi, c'est une remarque par rapport à la toponymie. Il y a près de Antignac un hameau qui s'appelle Croux, où il y a des vestiges visigothiques. Comment ça s'appelle? Croux. Ça s'écrit C-R-O-U-X. U-X, ah. Ça, je ne peux pas dire. Croux, c'est plutôt la croix, je crois. Hein. En occitan, la croix, c'est la croix. Ouais, mais ils ont retrouvé à Croux il y a quelques années une mikva, un fond baptismal hébraïque, tu sais, un bassin pour les ablutions rituelles et les baptêmes par immersion. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Mikva, on a un à Bézalou, tu sais, en Catalogne. Ah oui, d'accord. Voilà, il a été retrouvé il n'y a pas longtemps à Croux et évidemment, il en parle pas. Mais c'est un vestige pour le coup d'une communauté hébraïque de l'époque des Visigoths. C'est à étudier, ça, oui. Dim Jordan. Ici, il y en a qui disent que Rennes-le-Château était une ville visigoth importante. Est-ce que tu as des éléments à acheter là-dessus? Bon, moi, personnellement, je n'ai rien là-dessus. Bon, c'est sûr que Rennes-le-Château, ça se trouve en plein pays visigoth, de toute façon, puisque la frontière se trouvait à Castelnaudary. Donc, de Castelnaudary jusqu'à Nîmes, c'était visigoth. Toujours. Donc, Rennes-le-Château était visigoth, certainement, oui. Dans l'histoire de trésors dont on parle souvent, ça, bon, ça peut exister. On en trouve des trésors, on en a trouvé dans la région de Tolède, on en a plein. Bon, mais en fait, le trésor de Toulouse, il faut savoir qu'il était récupéré à Carcassonne par Théodoric le Grand, parti à Ravenne, et de Ravenne après à Tolède. D'ailleurs, quand les rois visigoths de Tolède mariaient une de leurs filles avec un roi mérovingien de je ne sais plus d'où, il y avait toujours comme cadeau des vestiges de ce trésor visigoth. Bon, donc après, le reste, j'en sais rien. Mais bon, Rennes-le-Château, oui, ça faisait partie du royaume visigoth, donc c'était visigoth. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dessous ou pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Allô. Je voulais savoir s'il y avait eu donc des relations entre les Burgondes, vous avez évoqué, parce que moi je viens de l'autre côté du Rhône, mais je sais que j'ai un grand-père qui vient de côté du Gard, donc je sais qu'il a passé le Rhône, lui, au XXe siècle, mais à cette époque du début du Moyen-Âge, il y avait des relations entre Visigoths et Burgondes. Ah, tout à fait, oui, les Burgondes, c'est l'époque des Visigoths. Hein. Donc il y avait... Voilà, quel type de relations il y avait? Des relations commerciales, des relations diplomatiques et autres. Alors, les Burgondes, ils n'ont jamais été très clairs par rapport aux Visigoths. Ils ont toujours navigué, souvent, entre les Francs de Clovis et les Visigoths. Souvent.
avant que Clovis arrive sur la Loire. Hein. Après que Clovis arrive sur la Loire plutôt. Parce qu'avant, il y avait des relations cordiales. D'ailleurs, il y avait des mariages entre eux, entre Burgonde et Visigoths. Et entre Burgonde aussi et les Ostrogoths d'ailleurs. Mais les Burgondes, parfois, se sont alliés avec Clovis, d'autres fois avec les Visigoths, ce n'était pas des époques et des événements. Mais c'était les mêmes époques, quoi. Juste, j'en profite que j'ai le micro. Mon nom de famille, c'est Andinius. On dit comme ça, Andinius. Est-ce que ça a un lien avec Gousse? Parce que je sais qu'il y en a qui prononcent des fois Andigousse, je ne sais pas. Disons que pour aller bien, il faudrait lire le nom dans la langue du pays. Alors, je ne sais pas chez vous, c'est dans quelle langue? Chez vous, c'est l'occitan, non? C'est provençal, c'est Occitanie. On sait que c'est occitan, alors. Sud de la Drôme, oui. On a trouvé des oui, ancêtres. C'est occitan, alors, d'accord, oui. Oui. Il faudrait le dire en occitan, je ne sais pas comment. OUX. Et le reste, c'est Andinius. Je ne sais pas dans le pays là-bas comment on dit. Andinius, on dit pas le X. Comme Bondigous, c'est pas Bondigous, on ne dit pas le X, on dit c'est un S qu'il y a, en fait. On dit comme un S. C'est un S, oui, c'est un S, oui. Le X est venu après, quand c'était francisé. Comme mon nom, la Bouille, ça s'écrit avec un Y, ça c'est le français qui a mis l'Y. La Bouille s'écrit avec un I, il n'y a pas de Y en occitan. C'était francisé à la Révolution. Mais enfin, c'est possible, mais ça c'est difficile à dire quand même. C'est pas aussi net que le S par chez nous. Marc Ous, pour moi c'était du romain. US au départ, qui est devenu OUX ou pas? Ah oui, tout à fait. C'est intéressant ça, parce que les sons, par exemple, le son OU, en occitan, le son OU s'écrit avec la lettre O. En allemand, en latin aussi, la lettre U. Et en français, il y a les deux, O et U. Pourquoi? Parce que le français qui vient des Francs, les Francs c'était des Allemands, enfin, Clovis c'est pas l'allemand, enfin, c'est une langue germanique, disons. Et donc le français c'est un mélange à la fois de langue germanique, de latin et d'occitan. Voilà. Et on le retrouve partout, ça. Hein. Merci. Bonjour. Je laisse terminer quoi. Bonjour. Et comment vous expliquez, comment on peut expliquer finalement, quand on connaît la qualité militaire et la puissance des Visigoths comme des Ostrogoths, qu'ils n'aient pas pu finalement contenir la poussée franque, sachant que je trouve qu'en plus il y a une espèce de paradoxe ou d'ironie de l'histoire que les Francs vont être soutenus et appuyés par la papauté qui elle-même est placée à Rome dans les territoires sous domination. Je n'ai pas entendu par qui, par. Pardon? Ils ont été soutenus par qui? Par la papauté et l'Église catholique, qui est elle-même, on va dire, à son siège à Rome, en territoire ostrogoth. Mais la question, oui, c'est finalement comment les Visigoths ostrogoths, ils n'ont pas pu tenir et contenir la poussée. En fait, on le sait. Là, c'est en fait que quand Clovis a attaqué les Visigoths près de Poitiers, à Vouillers, si vous voulez, il y a l'empereur d'Orient qui lui a attaqué le sud de l'Italie, les Ostrogoths. Et donc les Ostrogoths, Théodoric le Grand, s'est trouvé coincé. Il a fallu qu'il défende son royaume vers le sud de l'Italie. Il n'a pas pu arriver assez tôt pour secourir son gendre. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Il y a une opération de diversion à grande échelle, effectivement. Je pense, oui. Oui, parce que là, les empereurs de Constantinople voulaient se débarrasser des Ostrogoths d'Italie, reprendre l'Italie et reprendre la péninsule ibérique et tout le royaume visigoth, quoi. C'était le but. Bon, ils ne sont pas arrivés, ils ont pris l'Italie, à force. Ils ont liquidé les Ostrogoths. Ah, voilà. Autre question? Vous avez chaud? Vous êtes venu? Il faut cogiter. Oui, je vous remercie. On va pouvoir faire une pause. Avant de passer le relais à Joan Villanov, qui lui insistera du coup sur la Catalogne qui a succédé du coup au royaume visigoth au nord des Pyrénées, mais surtout au sud des Pyrénées. Voilà. Oui, parce qu'on trouve beaucoup d'ailleurs de vestiges visigoths en Catalogne. Hein.
La Catalogne et l'Espagne en général a fait une grande recherche historique sur les Visigoths, ce que nous avons pas fait nous ici en France, quoi, malheureusement. Est-ce que vous avez écrit un livre sur le sujet? Alors oui, c'est ils sont ici en vente, oui. En fait, l'histoire des Visigoths de mon livre, je vais vous dire en 2 mots. Il y a de ça plus de 20 ans, Loubatière, qui était pas l'imprimeur, l'éditeur toulousain bien connu à l'époque, m'avait dit il faut que tu écrives un livre sur les Visigoths parce qu'il n'y a rien en France sur les Visigoths. Pour le grand public, il y a quelques recherches universitaires, mais ça reste entre universitaires, quoi. Et c'est comme ça que je suis mis à faire un livre pour le grand public, j'insiste. C'est pas une recherche, comment dirais-je, universitaire. C'est je me suis mis à la portée, j'ai essayé à la portée de tout le monde, du grand public. J'ai fait ça il y a plus de 20 ans. Il a été épuisé en 2 ans. Il a été réimprimé 2 fois. Et en ce moment, vous ne le trouverez pas. On le trouve parfois sur Internet, sur Amazon ou autre, on le trouve, d'occasion, voilà l'état neuf d'ailleurs, mais non pas 20 € comme il valait à l'époque, mais à plus de 100 € actuellement. Je me suis dit que j'aurais dû faire des réserves, mais bon. Voilà. Quand un livre est périmé comme ça, on ne le trouve plus, il passe de la valeur. Du coup, je l'ai réédité il y a à peine 1 mois. Justement pour venir ici. Je l'ai réédité parce que bon, c'est pour ça que je voulais le faire. Alors, je l'ai en format différent du premier, et avec des photos que j'ai rajoutées en couleur et tout. Bon, voilà. Il est en vente ici, donc voilà. Si ça vous intéresse. Il y a toute l'histoire des Visigoths depuis l'origine jusqu'à Tolède, quoi. Voilà. En même temps, j'ai fait un livre aussi 1 mois avant, il y a 3 mois, sur les peuples de la proto-histoire, c'est-à-dire les Grecs, les Ligures, les Ibères, et tout ça. C'est tous les peuples qui étaient chez nous ici, en Occitanie, avant l'arrivée des Romains. Et ce ne sont pas les Gaulois. Les Gaulois ne sont pas nos ancêtres. Du moins, ils ne sont pas les seuls. Puisque quand on voit les Grecs de Marseille, ce n'est pas des Gaulois. Hein. Bon, les Aquitains, ce n'est pas des Gaulois. Les Aquitains, de l'époque de César, ce sont les ancêtres des Basques et des Gascons. Quand, je ne prends pas sur le tas de mon successeur, mais bon, lorsque César a voulu s'emparer de l'Aquitaine, il est parti de Toulouse. Toulouse qui était romaine déjà à l'époque de César. Nos régions ici ont été conquises par les Romains 100 ans avant César. C'est pas César qui a conquis nos régions. Il a conquis le reste, mais pas nos régions. Il est parti de Toulouse pour s'emparer de l'Aquitaine. Mais lui, il n'est pas allé en Aquitaine. Il avait une trouille bleue des Aquitaines. Il y a envoyé son lieutenant Crassus, celui qui ne se lavait jamais, comme je disais à mes élèves, pour qu'ils s'en rappellent. Crassus, qui a vaincu les Aquitains. Bon, la langue des Aquitains, c'est la langue des Basques aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après leur défaite, une partie des Basques a refusé de s'intégrer à l'Empire romain, s'est réfugiée sur les Pyrénées, au sud, en gardant la langue, les coutumes, les lois et tout des Aquitains, et c'est les Basques d'aujourd'hui. Et ceux qui sont restés dans le bassin aquitain, qui ont collaboré, entre guillemets, avec les Romains, c'est les Gascons. Quand je disais à ma femme qui était née en Gascogne, je dis, vous étiez les collabos des Romains. Voilà. Elle a quand même bien pris. Excusez-moi. Oui. Au centre du cercle solaire, il y a 6 pétales, ça représente quoi? Alors ça, je ne sais pas. Le cercle solaire, on sait, mais ces 6 pétales, je ne sais pas. Il faudrait voir avec les gens qui ont étudié ce problème-là. Je ne me suis pas encore penché à ça, mais il faudrait s'y pencher peut-être, oui. C'est un fragment d'un motif géométrique qu'on retrouve dans oui, quand on part toute l'unité du monde, qui est appelée à l'heure actuelle fleur de vie. La rosace à 6 pétales est incluse dans le motif où tu sais, il y a 7 cercles qui sont compliqués comme ça. Ah, peut-être. Les uns autour des autres. C'est la fleur de vie, justement. Oui. On le retrouve, d'ailleurs, je l'ai trouvé une à Éphèse. Je ne sais pas si vous êtes allé à Éphèse. Quand on va à Éphèse, il y a, en haut d'Éphèse, il y a le théâtre antique romain et le port grec qui se trouve en bas. Et entre les deux, il y a une grande esplanade, une grande esplanade couverte de pierres grecques, souvent sculptées. Sur l'une de ces pierres, j'ai trouvé ce cercle solaire avec la croix, avec les 6 pétales là, incrustés. Oui, d'accord, oui. Ça, c'est un jeton c'est bien. C'est ça, oui, oui. Et en fait...
Et on le retrouve partout, oui. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ça, oui, oui, d'accord. Oui, oui. C'est ça, oui. Voilà, ça c'est chez Léonard de Vinci. Ah ouais, c'est ça, oui. Oui, là, c'est le même que ce que j'ai trouvé, moi, en Ardèche, oui. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, oui. C'est ça, oui, oui, oui. D'accord, oui. Je vais vous faire déjà. Je l'ai chez moi aussi. Oui, bon. Merci beaucoup. Plus de questions? Vous avez tort. On parle jamais des Visigoths. Non, on n'en parle jamais des Visigoths, justement. Je vais vous dire pourquoi on ne parle jamais des Visigoths. Les Visigoths, ce sont les vaincus de l'histoire française, en quelque sorte, et les hérétiques. Alors pourquoi on ne parle jamais de nous? Parce que nous sommes, à toutes les époques, vaincus et hérétiques. Vaincus et hérétiques à l'époque des Visigoths, vaincus et hérétiques à l'époque cathare, vaincus et hérétiques pratiquement à l'époque des protestants. Quoi. Vous voyez? Oui, il y a une vocation insurrectionnelle de l'Occitanie et de la Catalogne, c'est certain. Quand tu vois le destin qu'ils ont fait aux anarchistes catalans en 1936, oui. Qui étaient sur le point de remporter la guerre, c'est plus que moi que c'est l'esprit visigoth là aussi qui s'est dressé contre le centralisme, la sauvagerie catholique, les Franco. Il y a vraiment une haine romaine, pharisienne, séculaire, multiséculaire, contre les peuples d'ici. Comme si l'Occitanie était un jeu de pouvoir, un jeu stratégique, décisif, que Rome a toujours voulu contrôler. Rome et Paris ont toujours voulu contrôler. Et Toulouse, effectivement, fait vraiment office de capitale occulte de l'Occident, capitale symbolique ou capitale mystique, par rapport aux capitales politiques et militaires de Paris, en fait. Et quand Paris s'est emparé du comté de Toulouse, à l'époque cathare, disons, eh bien, c'était pour accéder à la Méditerranée, puisque la France n'arrivait pas à la Méditerranée à l'époque. Et s'il n'y avait pas eu cette guerre contre le comté de Toulouse et l'accès à la Méditerranée, il n'y aurait pas eu non plus les conquêtes de l'Afrique du Nord. Parce que même Saint-Louis, entre guillemets, pour partir en Palestine, il fallait qu'il passe par la Méditerranée, par un port. Donc il a acheté un territoire, ça a été Aigues-Mortes. Il a créé Aigues-Mortes pour s'embarquer pour la Palestine. C'était pas chez lui, il l'a acheté à des prêtres, à une abbaye qui se trouvait par là, pour faire un port. C'est ça le but. Voilà, je vous remercie. On fait une pause et puis... Merci.